le pré. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Paul Fort. Je la regarde approcher par le chemin bordé d'églantiers. C'est d'abord sa robe rouge que je vois danser dans la lumière poudreuse de ce bel après-midi d'été. Une tache de couleur vive sur les jaunes et les ocres calcinés. Comme une audace de peintre, une tentative improbable d'arracher le paysage à l'emprise de la chaleur vibrante. Le soleil est déjà haut dans le ciel, pas le moindre souffle d'air. Les bêtes s'agacent de cette torpeur. Les insectes tourbillonnent en nuages denses. Leur bourdonnement qui ne cesse d'enfler puis de décroître au rythme d'une ronde entêtante me fait penser, allez savoir pourquoi, au martèlement de minuscules bataillons en déroute. Pour leur échapper, je suis descendu tout à l'heure à l'étable. Les vaches aux grands yeux si doux méditaient dans la pénombre où voletaient des paillettes de poussière dorée. J'ai renouvelé l'herbe dans les mangeoires, versé de l'eau fraîche dans l'abreuvoir. Elles n'ont pas réagi. On aurait dit qu'elles avaient senti que cette journée n'était pas tout à fait comme les autres. Quand je suis retourné à la maison, j'ai longé la clôture du pré. Par-delà les hautes graminées poussées en folie, tout au fond, j'aperçus la silhouette massive d'Hector dans l'ombre bleue des peupliers. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette vision m'a fait du bien. En entrant dans la salle commune, j'avais retrouvé suffisamment d'entrain pour lancer la lessive qui attendait depuis le matin. C'est un peu plus tard que je l'ai aperçu. J'étais à nouveau sorti afin d'étendre les draps dans la cour. Je l'ai vu arriver de loin, sur l'unique chemin qui relie la ferme au village. Sa robe rouge, comme un coquelicot épanoui, et son panier qui balançait au bout de son bras. J'ai aussitôt songé au petit chaperon de la fable. C'était absurde, je n'ai pas encore l'âge de jouer les mères grands. 27 ans en octobre prochain. Mais la solitude fait que les années comptent double. C'est ce qu'on prétend en tout cas. Elle doit avoir entre 8 et 10 ans, pas plus. Sa peau a le velouté qu'on ne retrouve que chez les très jeunes enfants. Les taches de rousseur disséminées sur ses pommettes lui donnent un air expiègle que vient démentir une ombre de gravité au fond de ses prunelles émeraudes. Je me souviens d'avoir remarqué la même lueur dans le regard de son père, autrefois, et que cette énigme informulée participait à ce charme ambigu auquel pas une au village ne résistait. Elle pénètre dans la cour sans la moindre hésitation, m'adresse son plus beau sourire, celui qui m'a foudroyé l'avant-veille sur la Grand Place pendant le marché aux bestiaux. Ce sourire d'il y a une dizaine d'années en arrière, capable de vous faire perdre la tête, de vous entraîner plus loin que vous ne l'auriez cru possible, là où les filles s'embrasent dans le grand tumulte de l'été, là où les filles se perdent à jamais. Un sourire éclatant à vous faire rouler dans la paille, à vous foyer le ventre, vous déchirer le cœur. C'est à ce trait de lumière sur ses lèvres que j'ai su qui elle était. Alors, je l'ai laissée approcher, poser sa main légère sur le museau des veaux et la fourrure des lapins que j'étais venu vendre à la foire. Je lui ai parlé, sans arrière-pensée, par simple curiosité. Après tout, c'était normal de vouloir savoir ce qui l'avait poussé à réapparaître au village après tant d'années. On dit que l'assassin revient toujours sur le lieu de son crime, mais c'est un peu court, ça n'explique rien. Elle a répondu à mes questions sans méfiance. J'ai su qu'ils habitaient tous les trois à la ville et n'étaient là que pour quelques jours. L'enterrement de sa mère, à elle, l'autre, celle à qui il a passé l'anneau.
Je me suis dit que c'était idiot, si je ne m'obstinais pas à vivre à l'écart des autres comme une sauvageonne, avec mes animaux comme seule compagnie, je l'aurais su, et j'aurais pu me préparer à sa venue. Mais je n'avais rien anticipé, rien prévu. Ça m'est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Comme je voyais qu'elle restait là, à frotter son nez contre les poils soyeux des lapins, je lui ai demandé si elle était seule. Elle m'a expliqué que ses parents passaient tout leur temps à fouiller les recoins de la maison de sa grand-mère et qu'elle s'ennuyait à ne rien faire. Elle a ajouté, avec une moue chagrine, qu'il préférait la savoir dehors que de la voir dans les pattes. Alors, j'ai dit la douceur des abricots cueillis sur l'arbre, la saveur unique des framboises qui poussent derrière la ferme. J'ai vu ses yeux qui brillaient. Elle a demandé si c'était loin. J'ai répondu que non, pas trop, et que si elle voulait, elle pourrait venir me rendre visite un de ces jours. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les draps me râpaient la peau. On aurait dit qu'ils étaient faits de toile émerie et me laissaient la chair à vif. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, je me recroquevillais sur toute cette souffrance qui irradiait de moi, ce trop-plein qui débordait mes défenses intimes comme le flot brûlant de la fièvre. Il était donc revenu. Il était là, au village, à quelques centaines de mètres de moi. J'ai mordu mon poing pour ne pas crier. Tout m'est revenu d'un coup. 10 ans avaient passé, mais je retrouvais intactes mes sensations d'alors. Le froid de l'aiguille, la douleur écarlate entre mes cuisses, la vie qui s'échappe de mon ventre, cette vie dont il n'a pas voulu, qu'il a rejetée en se détournant de moi. Je suis resté ainsi toute la nuit prostré, le corps et le cœur en boule, à ruminer ma souffrance, comme on berce un enfant apeuré qui tremble dans le noir. Le lendemain, je suis retourné au village. La petite était assise au bord de la fontaine, toujours seule. Nous avons discuté à nouveau. Je l'ai questionnée au sujet de son père, sans avoir l'air d'y attacher vraiment de l'importance. Elle m'a parlé de lui avec, dans la voix, ce mélange de maladresse et de fierté qu'on retrouve, j'imagine, chez toutes les fillettes amoureuses de leur papa. Alors, j'ai prononcé les paroles qu'il fallait pour l'apprivoiser. Elle s'est laissée faire, docile, innocente. Et la voici, aujourd'hui, devant moi, dans la cour de cette ferme qui est comme un bout du monde, où personne ne passe jamais. Je lui demande si elle a soif. Elle fait oui de la tête en secouant ses boucles blondes. Je lui fais signe de me suivre à l'intérieur. Je sors du réfrigérateur une cruche de citronnade que j'ai préparée tout exprès pour elle. Elle boit le liquide glacé en continuant de sourire et en m'observant derrière ses paupières à demi closes. Je l'entraîne ensuite en direction des clapiers et lui montre comment nourrir les lapins. Elle bat des mains, me demande si elle peut essayer à son tour. Je la laisse faire. Elle se débrouille plutôt bien. Je lui dis qu'elle peut en sortir un de sa cage si elle veut. Elle choisit le plus petit, le cale contre sa joue. Je me suis un peu reculé pour mieux la regarder faire. Elle est là, en plein soleil. Et moi, je suis placé en retrait, dans l'ombre du cerisier. Je ne peux m'empêcher de songer que cette petite pourrait être mienne. Et la douleur revient à l'improviste, m'assaille par surprise, un déchirement formidable au fond de mon ventre. Je me sens aspiré par le vide des jours solitaires qui feront mes lendemains. L'injustice de tout cela me remonte à la gorge. Moi aussi, j'aurais voulu cette lumière douce au fond des yeux de mon enfant. Je suffoque, je chancelle. S'il n'y avait pas derrière moi le tronc du cerisier pour me soutenir, je me laisserais choir au sol pour ne plus jamais me relever. Mais là, le dos calé contre l'écorce vernissée, j'attends que le malaise se dissipe. C'est comme une petite mort qu'il faut surmonter.
La fillette n'a rien remarqué, elle continue de caresser le lapin avec ce sourire familier qui me déchire en deux, m'éparpille aux quatre vents. Quand nous revenons vers la maison, la chaleur s'est adoucie. La lumière s'est inclinée avec l'élégance d'un cygne glissant sur le miroir d'un étang. L'après-midi bascule imperceptiblement vers la montée des ombres. Le soleil perd peu à peu sa couleur dorée. Il décline lentement vers les collines fermant l'horizon et nuance le ciel de traînées rougeoyantes. C'est là que l'idée terrible me vient, à cause de ce ciel paisible qui se teinte de sang. Je lui dis que c'est dommage, nous avons oublié de remplir son panier. Les framboises velues sont délicieuses qui poussent tout au bout du pré. Je la conduis jusqu'à la clôture, lui désigne la haie bordée de peupliers. Elle hésite, dit que ses parents vont finir par s'inquiéter. Raison de plus pour ne pas rentrer les mains vides. Elle se laisse convaincre. J'ouvre la barrière, l'encourage de la voix à aller de l'avant, parmi les herbes hautes qui lui arrivent jusqu'à la poitrine. Elle est si petite qu'elle ne peut distinguer la masse de muscles noirs qui s'ébroue dans l'ombre de la haie. Hector doit peser dans les 600 kilos et il est si nerveux depuis que je l'ai séparé du reste du troupeau. Un rien pourrait suffire à déclencher sa fureur. Un rien, comme cette frêle tache rouge qui danse au milieu du pré, dans la lumière poudreuse d'un bel après-midi d'été. Voilà, donc c'est une nouvelle qui s'intitule Le Pré, qui est tirée d'un recueil qui s'intitule L'huile et teigne, qui était consacré aux méchants et à la méchanceté. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'il illustre pour moi ce qu'est le genre littéraire de la nouvelle, ce qui fait la particularité et l'originalité du genre littéraire de la nouvelle, et qui fait que c'est un genre qui me plaît à la fois comme auteur et comme lecteur. C'est parce que la nouvelle, c'est l'art de l'ellipse. Dans une nouvelle, un auteur n'a pas le temps de planter un décor, de planter des personnages, d'installer le passé d'un personnage, et donc il va laisser des trous, des blancs, et c'est très intéressant parce que du coup, c'est peut-être le type d'écriture qui est le plus participatif, puisque c'est le lecteur qui va devoir, au cours de sa lecture, combler les blancs, combler les vides. Et ce texte illustre ça parce qu'en réalité, quand je lis ce texte-là, j'ai fait plusieurs rencontres avec des lecteurs, je lis ce texte-là, pratiquement tous les lecteurs comprennent exactement ce qui se passe, on comprend toute la situation. C'est une fille qui a été séduite par un séducteur du village, mise enceinte, abandonnée, qui s'est avortée, or pourtant, et qui va se venger donc. Et pourtant, rien de tout ça n'est dit expressément. À aucun moment on dit qu'elle a avorté, à aucun moment on dit qu'elle a été séduite. Et c'est le lecteur qui, par rapport aux quelques éléments que lui donne l'auteur, va combler les vides. Et ça, c'est ce qui me fait, pour moi, je pense, l'originalité de la nouvelle et la richesse de la nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce petit instrument pour accompagner cette lecture, parce que pour moi, il symbolise aussi ça. Il symbolise ça parce que c'est une sphère armillaire. Donc c'est l'équivalent d'un globe terrestre qui incite au voyage, sauf que le globe terrestre n'est pas là. En fait, il est symbolisé par toute une série de lignes imaginaires, la ligne de l'horizon, la ligne des cercles polaires, la ligne des tropiques, la ligne de l'équateur, l'elliptique, etc. Et en fait, pour moi, ça m'incite beaucoup plus au voyage qu'une simple map monde. Une map monde, finalement, tout nous est donné, on a tous les pays, les frontières, etc. Et finalement, moi, une map monde, ça ne me fait pas rêver, ça ne m'incite pas au voyage. Alors qu'une sphère armillaire, ça m'incite à rêver parce que, justement, en réalité, il n'y a que du vide. Il n'y a que du vide et que des lignes imaginaires qui symbolisent le globe alors qu'il n'est pas là. C'est exactement ça, pour moi, l'art de la nouvelle. C'est l'auteur, il est là pour tracer des lignes, et puis il y a beaucoup de vide entre ces lignes, et c'est le lecteur qui va combler tous ces vides entre les lignes. Et donc voilà, c'est, j'espère, ce voyage-là que vous avez partagé en écoutant Le Pré.